Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Région et DEVELOPPEMENT économique dans les ECONOMIES en transition. P. Marchand Vélamande. Un des enjeux essentiels de la transition consiste à intégrer les économies socialistes à l'économie mondiale. Or, la dynamique du développement et celle de la transformation sont liées, l'approche par le territoire producteur de normes et de relations contribuant à la définition du champ de rationalité des acteurs offre une nouvelle grille d'analyse à la compréhension du post-socialisme. La liaison institution-régulation régionale, l'introduction des acquis de l'histoire, d'une dimension sociologique et la relation entre l'économique et le social, sont autant de points de passage susceptibles de mieux comprendre les dynamiques du territoire en fonction des ressources et des actifs génériques et spécifiques. D'autres apports de la science régionale sont également indispensables à la compréhension des mutations des territoires en transition, comme la découverte du territoire en relation avec la compétitivité et la performance économique, la tendance à la convergence ou à la divergence et la différenciation entre les régions, et enfin le repérage des clusters et l'économie de la proximité. Acteurs et espaces sont inégalement dotés, et les stratégies différenciées des premiers, associées aux différentes mises en valeur des seconds engendrent des trajectoires spatio-économiques spécifiques. D'un point de vue économique, les effets d'entraînement sont favorisés par les complexes productifs et les secteurs les plus dynamiques. Ils sont alors étroitement liés à la qualité des relations entretenues avec leurs partenaires concurrents, mais surtout à leur appartenance et à leur position au sein d'un réseau. D'un point de vue spatial, le rôle de l'implantation locale simple, de l'enracinement territorial et du contexte permet de qualifier l'espace de ressources spécifiques dans la mesure où il confère de facto de nombreux avantages, atmosphère, économie multiple. Concrètement, le problème de la reconnexion du territoire russe au reste du monde se pose à plusieurs échelles, dont deux seront examinées ici. Sur un plan régional, européen, le territoire russe doit se reconnecter à des espaces limitrophes. Or, ceux-ci ont été soviétisés à des degrés divers, intégrés à l'URSS ou seulement au pacte de Varsovie, et cette période n'a pas laissé un très bon souvenir, ni dans les populations, ni dans les élites dirigeantes. Les voisins de la Russie éprouvent donc une méfiance instinctive vis-à-vis d'elle. Cette posture, que l'on qualifie souvent d'émotionnelle à Moscou, complique de non-dits et d'arrière-pensées toutes les relations entre la Russie et ses proches voisins occidentaux. Par ailleurs, cet espace qui fut soviétisé est progressivement attiré et incorporé au système en expansion de l'UE, au point d'encercler prochainement une partie du territoire russe, l'oblast de Kaliningrad. Les cas de Saint-Pétersbourg et de l'oblast de Kaliningrad seront particulièrement étudiés, dans la mesure où ils sont non seulement un enjeu de développement en tant que tel pour la région nord-ouest, mais aussi les futures zones de contact avec l'UE. Sur un plan plus global, l'UE présente, entre autres caractéristiques, celle d'avoir une organisation de l'espace dans laquelle les acteurs individuels et institutionnels jouissent d'une large autonomie, même si, selon le pays, on peut discerner des degrés dans cette autonomie. Ce trait est tout à fait étranger à l'espace russe et aux mentalités de ses acteurs. On rejoint là un problème plus général. Le monde globalisé auquel la Russie aspire à s'intégrer est un espace métropolisé. À la fin de 1991, le territoire de la Russie soviétique ne comportait pas de niveau d'organisation régionale. Il était certes subdivisé en 71 unités administratives de rang 1, celles-ci pouvant être de 4 types, oblast pour la majorité d'entre elles, mais aussi kraï, république autonome ou oblast autonome. Mais ces unités ne correspondaient pas à des unités fonctionnelles sur le plan économique. Au sein de chacune d'elles étaient juxtaposées un certain nombre d'entreprises industrielles de différents secteurs, chacune sous le commandement direct et exclusif de son ministère de branche moscovite. Sur le plan économique, sans niveau de décision ou de coordination, la subdivision administrative de rang 1 n'était qu'un cadre statistique. Sur le plan politique, c'était le maillage de surveillance du territoire, avec un niveau du parti unique dirigé par un premier secrétaire contrôlant toutes les nominations dans l'entité administrative. Le réseau de grandes villes russes était hérité du concept de la ville soviétique, qui rassemblait des capacités de production matérielle mais ne disposait pas de capacités décisionnelles,
absence de service supérieur, et n'était pas lieu d'intermédiation. La grande ville de la Russie soviétique n'était qu'une agglomération d'usines. Dans chaque entité administrative de rang 1, une ville, généralement la plus importante, abritait la direction du parti et ajoutait une fonction de surveillance à la fonction de production industrielle. Avec l'effondrement du régime, les circonscriptions administratives de rang 1 et certaines de rang 2 sont devenues des sujets, termes génériques permettant de masquer les différences de statut. Dans la tourmente des premières années de la transition, les chefs d'administration, nouvelle fonction créée par Yeltsin, y ont pris le commandement de l'économie, de la société civile, décidant des infrastructures et de l'environnement juridique à partir de la ville chef-lieu de sujets. Le territoire russe s'est retrouvé divisé en 89 sujets, commandés chacun par une capitale toute puissante. Ces sujets ne constituent pas en l'état des régions comme on le conçoit dans le reste du monde. Elles ne sont pas un pas en avant, mais sont une survivance du passé soviétique dans laquelle une direction politique omnipotente essaie de garder la direction de toute la vie sociale et économique à partir de la capitale, à savoir le chef-lieu du sujet. Ces capitales ne peuvent être des métropoles au sens de ce terme dans le reste du monde. Leur niveau de service est trop réduit et leur assise territoriale est insuffisante. La Russie ne peut avoir 89 métropoles. Le raccordement de la Russie à l'espace monde métropolisé doit nécessairement voir apparaître des centres supérieurs dans le réseau urbain. La question de la région sera abordée sous l'angle théorique avec les approches de Claude Courlet, Gioacchino Garofoli et Yvan Sanson, complétées par 2 études sur le développement régional en Russie avec les articles de Alexandre Karlik, Vincent Lamande et Yvan Sanson, et enfin une réflexion sur le rôle des métropoles en Russie avec Pascal Marchand et Yvan Sanson. Chapitre 1. Territoire, globalisation, système de production localisé, SPL et cluster. C. Courlet. L'espace, le territoire, la géographie sont autant de termes qui, avec leur contenu réel, n'ont pas été souvent étudiés par les écoles dominantes de la pensée économique. Pour elles, les activités humaines se déroulent, selon l'heureuse expression de Walter Isard, dans un monde merveilleux sans dimension. Or, l'économie moderne ne peut faire abstraction des territoires. Le développement économique est fondé souvent sur une volonté, une formation, une histoire commune. Dans ce contexte, une région peut s'ouvrir au développement en utilisant non seulement ses ressources naturelles, mais aussi toutes les capacités produites par son histoire, lesquelles doivent être interprétées en tenant compte des nécessités économiques d'aujourd'hui et de demain. Les économistes contemporains réintègrent le territoire dans leurs analyses. D'abord, les faits économiques ont mis en évidence les limites d'une réflexion économique déterritorialisée. La globalisation et la glocalisation sont 2 nouveaux concepts qui rappellent clairement l'existence de différents niveaux géographiques d'application des processus de développement. Ensuite, les systèmes de production localisés se sont développés en dehors des schémas de l'économie dominante. Il en a résulté une réflexion nouvelle, installant le développement local dans la prise en compte du territoire et de ses potentiels particuliers. Enfin, pour les pays en développement, le concept de cluster, en grappe, a été développé, mettant en évidence aussi l'importance du local dans le processus de développement. 1. Le territoire, une dimension du développement redécouverte. La théorie dominante a négligé les facteurs locaux et territoriaux. Cependant, les faits sont têtus et progressivement, avec le processus de mondialisation et de localisation-délocalisation, le territoire a repris une place importante dans la pensée économique. La théorie économique réintroduit l'espace. Pour la théorie néoclassique, chaque économie nationale exerce des fonctions qui lui sont propres, fonctions de produits de consommation, d'épargne, d'investissement et connaît alors un destin autonome. L'hypothèse d'immobilité des facteurs renforce ce schéma. Le fameux modèle de Weber formalise les conditions de l'équilibre partiel. Il localise la firme représentative au point où les coûts de transport des inputs et des outputs soient minimisés. Selon Weber, 2 facteurs peuvent infléchir la localisation optimale, le travail et les économies externes. Pour le modèle général néoclassique,
l'optimum est déterminé par l'ensemble des satisfactions des agents économiques considérés isolément. Dans ce contexte, les espaces sont de simples contenants d'hommes. Cette problématique ne reconnaît pas aux hommes le droit de valoriser différemment les espaces sur la base de leur passé, de leur raisonnement. Cette hypothèse va permettre la démonstration de la convergence des productivités marginales et de déboucher sur une formulation de l'optimum. D'une manière générale, l'introduction dans un cadre interrégional des déplacements de facteurs conduit à la démonstration de la convergence des rémunérations régionales de ceux-ci dans le cadre de la recherche d'un optimum. Au fur et à mesure que le capital et le travail se déplacent des régions dans lesquelles leur prix est relativement bas, vers celles où leur prix est élevé, leur rareté et donc leur prix augmenteront dans les premières régions et diminueront dans les secondes. L'égalisation spatiale des rémunérations des facteurs entraîne la maximisation du produit global. Dans ce contexte, s'il y a des déséquilibres spatiaux, ceux-ci ne sont que transitoires, dus à des phénomènes de friction. Les forces de marché tendent à les annuler. Pourtant, l'histoire économique récente met plutôt en évidence d'importantes disparités, lesquelles ont plutôt tendance à s'accroître. L'évolution économique récente révèle des mutations spatiales et dimensionnelles nouvelles. Ces transformations concernent également l'économie mondiale, avec l'émergence des nouveaux pays industriels et un déplacement des lieux de croissance dynamique de certains secteurs industriels des centres vers la périphérie, provoquant ainsi un renouvellement de la géographie industrielle mondiale. Aujourd'hui, les héritages territoriaux continuent de peser d'un grand poids. Mais de plus en plus, les choix de stratégie et d'architecture organisationnelle commandent le jeu global des localisations. Le territoire de la firme n'est plus seulement le résultat de l'addition de processus de localisation plus ou moins indépendants fondés sur l'allocation de ressources banalisées ou génériques, mais l'expression du déploiement spatial de stratégie et d'organisation, déploiement dans lequel les ressources doivent être considérées comme spécifiques et construites par la firme elle-même en interaction avec son environnement et en particulier avec le territoire. Il y a bien globalisation, mettant à rude épreuve les modes de régulation nationale, mais celle-ci s'accompagne d'une grande plasticité des formes d'insertion territoriale et notamment locale. Les économistes redécouvrent la géographie. Paul Krugman montre en particulier, comme à l'intérieur des pays, les échanges sont affectés par le processus de spécialisation industrielle géographique et en retour, l'influence. En utilisant les économies de localisation de Marshall, la théorie structuraliste des rapports centre-périphérie, le principe de causalité circulaire, Krugman précise que la base de la compétitivité et de la détermination des échanges réside dans l'agglomération industrielle. Pour lui, la géographie économique, il entend par là inégal développement régional, est un élément central du processus qui crée et qui entretient la richesse économique et les échanges d'un pays. Les grandes régions sont des unités économiques plus pertinentes que les États-nations. Les économies externes manifestent leur importance pratique dans le fait que des industries particulières ou encore des groupes d'entreprises ont une grande propension à se concentrer dans l'espace. Cette tendance réfute complètement le modèle concurrentiel de l'équilibre économique. Les liaisons rétroactives amont et aval signifient que, une fois établi, un avantage régional initial peut devenir cumulatif. Il n'y a donc pas de tendance automatique vers une solution optimale dans la mesure où des distributions économiques apparemment irrationnelles peuvent se trouver verrouillées en raison des rendements croissants. L'agglomération existe à différents niveaux d'agrégation. Au niveau le plus fin, on trouve des agglomérations de petite échelle dans des secteurs définis de manière précise. Ce sont les fameux districts industriels de Marshall et les systèmes productifs localisés. À l'autre extrémité se trouvent des agglomérations de grande échelle qui transcendent les frontières des États comme la ceinture industrielle américaine ou la banane bleue en Europe. La seule forme justifiable de politique industrielle et commerciale serait en fait une politique régionale industrielle. Il y a eu 3 étapes de développement du capitalisme. 1. Au début, les régions ont fonctionné comme les sièges d'agglomération et de spécialisation des activités de production. D'importantes entités de l'appareil de production se sont constituées à partir de petites entreprises, sans intégration verticale, qui ont formé des réseaux denses de relations.
Elles ont marqué la géographie de la production en conséquence, laissant apparaître de façon marquée des districts industriels marshalliens, classiques, à la base de la forme dominante d'urbanisation qui caractérise cette période. 2. La production de masse fordiste a, entre 1920 et 1960, contribué à une réorganisation importante du paysage économique. Cette époque se caractérise par l'établissement de relations de polarisation et de diffusion périphérique entre les principales régions industrielles et un ensemble de zones périphériques dépendantes. Cette relation de polarisation et d'effet d'entraînement se caractérise par une tendance pour les régions du centre à évoluer comme des agglomérations concentrant les activités à haut salaire, et pour la périphérie à devenir un lieu de réception d'entreprises dispersées utilisant une main-d'œuvre à bas salaire. 3. Le dernier épisode de la géographie économique du capitalisme s'appuie sur des systèmes industriels caractérisés par une forte décentralisation et une désintégration. Il concerne la création d'un ensemble de nouveaux espaces industriels à la faveur d'un processus actuel d'industrialisation flexible. Parallèlement à la résurgence des districts industriels et des agglomérations dans de nombreuses parties du monde, y compris dans les pays en développement, une prolifération de réseaux de production flexibles dans des secteurs aussi divers que la biotechnologie et les services financiers apparaît. Ces espaces sont par ailleurs engagés dans des réseaux planétaires d'interdépendance. Dans l'économie globale actuelle, l'espace géographique ne semble pas avoir perdu de son importance en matière d'impact économique. Bien au contraire, son rôle est devenu singulièrement plus déterminant. La globalisation, facteur révélateur de l'espace et des territoires. L'espace n'est pas seulement un cadre de localisation des agents économiques, c'est aussi le cadre d'émergence d'un acteur particulier, le territoire. Une économie territoriale pure recouvre le cas d'une activité économique totalement dépendante par rapport à des ressources dont les spécificités sont fortement territorialisées et dont l'offre est soumise à d'importantes rigidités. Le territoire apparaît ainsi comme une construction collective, à la fois produit et condition de processus de production de ressources spécifiques. Le territoire, c'est l'émanation d'une logique de l'action collective, qui s'incarne dans des institutions sociales qui produisent des normes. C'est aussi une création collective, un champ d'action dans lequel les conflits, les négociations, les dispositifs formels et informels de coopération, d'arbitrage des conflits ou de règlement des différends, forment un ensemble complexe que les découpages disciplinaires académiques rendent difficilement compréhensibles. Un lieu n'est pas un système local s'il ne dispose pas de ramifications qui le lient au circuit global. La théorie traditionnelle de l'économie régionale expliquait les processus de concentration des activités en restant très liés à une vision métrique du territoire. Les activités économiques s'organisent à la fois en réseau planétaire et en communautés locales. Benko et Lipietz parlent d'un réseau mondial de districts. Le territoire est aussi une composante permanente du développement de la proto-industrialisation à l'industrie moderne. La petite production manufacturière localisée fut le ressort essentiel de la croissance française durant la première moitié du XIXe siècle. Avant ceux de l'Italie, de nombreux districts industriels furent, à l'époque de la révolution industrielle, des lieux d'innovation importants. Enfin, le territoire joue un rôle essentiel dans l'émergence de nouvelles activités et technologies, comme en témoignent les exemples de la Silicon Valley et de la route 128 aux États-Unis. Il est alors un élément important du renouveau des tissus industriels. Les territoires se transforment et se développent selon des trajectoires spécifiques. Cette évolution, qui n'est pas linéaire, dépend du passé et des conditions initiales existant au niveau territorial. Ainsi, les territoires se trouvent impliqués dans un processus d'irréversibilité dynamique, et chaque nouvel équilibre dépend du parcours effectué depuis la situation initiale, passe dépendent. Rôle de la mémoire individuelle, de l'éducation des individus, des transmissions familiales, des institutions mises en place, etc. Le territoire est le point de rencontre entre les acteurs du développement. Il est aussi le lieu où s'organisent, volontairement ou de manière spontanée, les formes de coopération entre les entreprises, les individus et les activités. Il est, en définitive, le point de jonction entre les formes de marché et les formes de régulation sociale. Les territoires sont évolutifs.
Ils sont marqués par des tendances lourdes qui parfois les dépassent, de mouvements longs, souterrains. Leur histoire témoigne d'une succession de phases, situations nouvelles auxquelles il faut s'adapter. Dans les cas répertoriés, y compris les districts industriels, le développement n'a rien de linéaire ou progressif. Il est marqué du sceau de la discontinuité, de la crise, de la contradiction, de l'incertitude. L'expression de tectonique des territoires rend bien compte de cela en traduisant ce sentiment largement partagé de fracture, de changement, de mutation, de cassure. Cela permet d'ouvrir une réflexion sur les modèles de développement endogènes et leur trajectoire. Un modèle de développement endogène garantit l'autonomie au processus de transformation du système économique local, soulignant le rôle majeur joué par les décisions des acteurs locaux et leur capacité à contrôler et internaliser les connaissances et les informations d'origine externe. Un modèle de développement endogène est en réalité basé sur l'utilisation des ressources locales, la capacité de contrôle au niveau local du processus d'accumulation, le contrôle de l'innovation, la réaction aux pressions extérieures et l'introduction plus ou moins aisée des formes spécifiques de régulation sociale au niveau local favorisant les éléments précédents. À l'inverse, un modèle de développement exogène représente un processus de développement extraverti contrôlé de l'intérieur, dans lequel le territoire est passif. Le développement endogène n'est pas un modèle d'économie fermée. C'est un modèle dynamique dans lequel il y a, à la fois, interaction continue entre le local et le global et internalisation des connaissances et des facteurs externes. D'autre part, un processus d'internalisation reposant sur des entreprises et des acteurs extérieurs n'est pas nécessairement destiné à demeurer un modèle extraverti. Or, le système économique actuel est déterminé par le processus de globalisation. La globalisation de l'économie correspond à la fois à une mondialisation des marchés et à la mise en place d'une organisation internationale de la production. L'accès d'une entreprise à la globalisation signifie qu'elle peut répondre en tout lieu et sans discrimination particulière de délai et de prix aux spécificités de la demande. La stratégie de globalisation articule, dans un réseau mondial, des prérogatives stratégiques de la firme et pas seulement de simples compétences productives entre ses différentes implantations décentralisées. Dès lors, tout ce qui forme l'essence de la firme, son mode de production et son rapport au marché, peut devenir complètement délocalisé avec une autonomie quasi totale et une bonne insertion territoriale. La globalisation interpelle tout d'abord la capacité stratégique de l'entreprise dans ses compétences en matière d'organisation de ses différentes fonctions. Dans la dynamique de globalisation, l'entreprise doit mieux intégrer les dimensions techniques, commerciales, relationnelles afin de pouvoir s'adapter sans délai aux exigences de marché mondialisés. Dans ce cadre, l'exigence de coordination de l'entreprise déborde largement son périmètre en invitant à de nouvelles alliances. On parle souvent à ce propos de l'entreprise réseau, modèle caractérisant la coordination interne de l'entreprise globale. Cependant, si la globalisation renforce la contrainte d'une gestion optimale du réseau de l'entreprise, le risque existe d'un effacement de la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise si le réseau de l'entreprise atteint un niveau de complexité. La globalisation peut ainsi, à long terme, affecter l'identité de l'entreprise, notamment par rapport à sa base nationale d'origine. Faire front dans la concurrence mondiale impose finalement à l'entreprise de bâtir une identité et une cohérence sur le long terme, en dépassant l'alternative entre la sclérose d'un profil étroitement national et la précarité d'une situation apatride. On assiste aussi à un affaiblissement des politiques nationales et à une redéfinition des frontières de l'action des États. La globalisation signifie en fait un déplacement du rôle de l'État. Par rapport à l'entreprise, les interventions se situent désormais en amont, appui à la recherche, à la formation, à la diffusion de l'information scientifique et technique, et en aval, notamment avec la définition des règles et conventions publiques pour l'organisation des marchés. Au niveau infranational, la globalisation laisse aussi toute sa place à l'espace. Apparaît ainsi un nouveau clivage, le global et le local. On évoque alors les districts industriels, les systèmes productifs localisés, les îlots d'innovation, l'économie monde étant vue comme un vaste archipel. Il s'agit d'un développement selon une logique de réseau multidimensionnel, complexe, créatrice,
à la fois très territorialisée et mondialisée. Cette logique bouscule aujourd'hui une approche spatiale qui se traduisait jusqu'à maintenant dans le domaine des relations économiques, par une logique de proximité et d'emboîtement, poupée russe. Aujourd'hui, les systèmes productifs localisés apparaissent comme étant au cœur de cette articulation du global et du local. 2. Le système productif localisé, SPL. La notion de district industriel représente dans la littérature économique récente l'un des axes majeurs à partir desquels s'est cristallisée la réflexion consacrée aux relations entre dynamique industrielle et dynamique territoriale. L'analyse contemporaine de l'industrialisation diffuse et de sa systématisation sous la forme de districts industriels nous vient de l'Italie et concerne des recherches dont l'origine remonte à la fin des années 1970 et au début des années 1980. À l'opposition devenue classique entre le nord industrialisé et un sud sous-industrialisé et agricole, émergeaient, au sein des régions italiennes du nord-est et du centre, de petites entreprises s'engageant victorieusement sur le marché mondial à travers la spécialisation industrielle. Les districts industriels. C'est avec Beccatini que l'expression de district industriel apparaît. Il rappelle que le type d'organisation industrielle de ces régions, mélange de concurrence-coopération, au sein d'un système localisé de petites et moyennes entreprises, rappelait le concept marshallien de district industriel. Le district industriel est un grand complexe productif dans lequel la coordination entre les différentes phases et le contrôle de la régularité de leur fonctionnement ne sont pas soumis à des règles préétablies ou à des mécanismes hiérarchiques. Ils fonctionnaient comme dans la grande entreprise. Dans le district, une osmose entre la communauté locale et les entreprises se met en place. L'ensemble du cycle productif, création, production, commercialisation nationale et internationale, est concerné et un secteur de conception et de production de machines liées à leur activité est organisé, ainsi que toute une gamme de services aux entreprises. Comptabilité, design, ingénierie, veille scientifique et technique, marketing, formation, conseil juridique, certification de la qualité ou banque de données. Le développement des districts industriels se réalise sur un espace qui est typique de l'Italie des communes. Le territoire est constellé de villes petites et moyennes, véritables centres aux fonctions urbaines diverses, avec des traditions d'administration locale et démocratique efficaces, jouissant d'une grande activité privée dans le commerce, les professions libérales et l'artisanat et d'un réseau routier dense. Il n'y a pas de rupture entre la ville et la campagne, au point que l'on a pu parler de campagne urbanisée. Beaucoup de districts industriels sont de formation ancienne et renvoient au rôle particulier de l'agriculture dans leur formation. Dans ces zones dont les origines remontent au XVIIIe-XIXe siècle, Brescia, Biella, Lecco, Schio, Prato, Val Gandino, etc., les paysans cherchaient à trouver un complément à leurs faibles revenus, d'où le développement d'une première activité industrielle. En raison en particulier d'une composante démographique dynamique, ce lien étroit entre agriculture et industrie existe encore. La petite agriculture a souvent été le support des initiatives entrepreneuriales, notamment par la mobilisation de terrains et des biens fonciers pour créer l'entreprise. Ceci explique en grande partie l'intervention fréquente de la famille dans la production, d'où l'existence des rapports de solidarité dans le cadre de la famille élargie et du voisinage. Le district industriel est un système de production flexible, fondé à la fois sur la petite dimension des unités de production, la densité des relations entre celles-ci et la rapidité de réponse des entreprises aux nouvelles conditions internes et externes de la zone. Il dispose d'une forte capacité d'adaptabilité aux nouvelles technologies. Dans ce domaine, petite taille et système intégré de PME constituent un facteur favorable. Dans la majorité des cas, l'évolution se fait progressivement dans une filière technique connue par une longue tradition. On voit l'ancien coexister avec le nouveau. Les districts industriels sont particulièrement adaptés au marché caractérisé par une importante fragmentation, géographique et sociale, et par une succession rapide des modes ou des innovations. Enfin, le district industriel est une organisation ouverte sur l'extérieur, tant dans le domaine de l'exportation que dans celui de la technologie. Le district industriel est le produit d'une dynamique territoriale autonome.
Il y a une coexistence singulière de concurrence et de solidarité entre les entreprises, ce qui réduit les coûts de transaction du marché local. Une pléthore d'innovations qui viennent de la base, favorisées par le climat industriel régnant dans le district, surgit, grâce notamment à une grande mobilité tant horizontale que verticale des postes de travail. Enfin, il existe une forte émulation entre les membres du district, à la fois pour atteindre les objectifs économiques et améliorer et parfaire l'environnement géographique et social du district proprement dit. Le district industriel apparaît donc comme une forme typique d'organisation productive territorialisée, dans laquelle les relations entre firmes sont régies par un ensemble de normes, implicites ou explicites, alliant règles du marché et code social. L'importance de la proximité géographique entre acteurs économiques est essentielle, ce qui incite les gouvernants à tenir compte du poids des réseaux spatialisés de connaissances. Parallèlement aux externalités qui affectent la fonction de production dans les districts industriels, il y a des externalités opérant dans des réseaux de connaissances. Informations et connaissances s'échangent difficilement, ou sont très coûteuses à transmettre malgré les grands progrès des technologies de l'information. Les connaissances parmi les plus utiles restent du domaine du tacite et se transfèrent par contact. Les notions de district technologique et de milieu innovateur reconnaissent l'importance des externalités non marchandes et des effets de proximité spatiale dans les processus d'innovation. Les analyses des regroupements dits high-tech dans les villes, Silicon Valley, Route 128, Grenoble, Toulouse, etc., utilisent les concepts de district technologique et de milieu innovateur. Il s'agit d'une démarche qui s'oppose à une conception fonctionnelle du progrès technique, selon laquelle l'innovation se définit par des paramètres techniques ayant vocation à être appliqués partout de la même façon. Selon cette analyse, on peut avoir de l'innovation une vision plus territorialisée, l'innovation étant alors la création d'un milieu, le fruit de l'inventivité des milieux répondant aux besoins du développement local. Le SPL apparaît ainsi comme une forme d'organisation économique efficiente et comme lieu de processus économique collectif situé. La proximité géographique est incapable d'expliquer par elle-même l'existence de systèmes économiques territoriaux, si elle n'est pas accompagnée d'un système d'appartenance, d'une histoire s'incarnant dans des règles et des représentations collectives. Le SPL illustre les thèses régulationnistes expliquant l'évolution des organisations industrielles, d'un mode d'accumulation à un autre. Pour Pioré et Sabel, 1984, le capitalisme évolue en termes de succession de paradigmes technico-économiques. Dans ce contexte, la spécialisation flexible est présentée comme une alternative globale au Fordisme. Appliquée au SPL, la démarche permet de comprendre qu'il s'agit de structures institutionnelles et organisationnelles ordonnancées autour de petites unités engagées dans une communication directe intense et insérées dans un réseau social dense. Le SPL résulte d'une nouvelle géographie de l'accumulation flexible en réaction au mode d'accumulation fordiste. Elle est caractérisée par une division du travail entre firmes de taille modeste et un tissu institutionnel favorisant la circulation de l'information, la coordination interne des territoires comme entités propres et leur ouverture à l'extérieur. Les SPL et leurs caractéristiques. Cette présentation rapide de l'analyse en termes de systèmes productifs localisés, SPL, permet de souligner combien les concepts théoriques développés par Alfred Marshall trouvent un large écho dans une série de travaux contemporains portant sur cette réalité. Le SPL permet de saisir l'organisation qui lie les entreprises sur un territoire et d'expliciter la nature des externalités que génère la proximité. Cependant, le SPL est bien loin de constituer un concept indiscutable, car plusieurs interprétations le traversent. On peut cependant définir plusieurs caractéristiques. Les SPL sont définis par la concentration et la spécialisation d'activités, production et services, en un lieu donné et fréquemment, dans des entreprises de petite et moyenne taille. Les SPL renvoient à des relations de collaboration à moyen et long terme entre ces entreprises qui réalisent des productions conjointes, selon des procédures spécifiques de concentration. Les entreprises sont à la recherche d'une production spécialisée qu'une seule entreprise n'est pas capable de réaliser au développement d'économies d'échelle importantes. Le SPL a une base explicitement territoriale.
Le SPL développe la flexibilité productive et une forte adaptation aux nouvelles technologies, tout en conservant les acquis productifs. Il favorise un phénomène collectif de prise individuelle de risque. Les individus sont incités à l'entrepreneuriat par imitation, par désir de reconnaissance sociale, ou par la tradition héritée des générations antérieures. Les économies d'agglomération sont la conséquence de rapports intenses entre les entreprises locales. Elles proviennent aussi d'un marché du travail local organisé avec souvent une forte mobilité des compétences et des savoir-faire entre les entreprises, et un type de relation de travail fondée sur l'individualisation et la connaissance mutuelle liée au milieu d'appartenance. Un système d'information performant se forme dans l'espace concerné, ce qui garantit la circulation rapide des informations relatives aux débouchés à la technologie, aux nouvelles matières premières et aux nouvelles techniques financières et commerciales. Les réseaux sont vite mobilisés et ils restent très solidaires. Les systèmes d'entreprise fortement ancrés dans un territoire font appel au jeu combiné de deux mécanismes de fonctionnement. Le marché, mécanisme nécessaire de régulation de la demande et de l'offre de biens, et la réciprocité. Celle-ci consiste en un échange de services gratuits, qui définit une relation possédant une vie propre au-delà de la transaction purement commerciale. La réciprocité renvoie à la fidélité, à la gratuité et à l'identité sociale de l'agent. La formation de l'identité personnelle est liée, d'une part à l'acceptation dans un groupe de producteurs et d'autre part à la maîtrise des connaissances professionnelles. L'information et l'acquisition des compétences professionnelles sont conditionnées par l'appartenance à la communauté. La confiance réciproque, les transferts rapides de connaissances et d'informations facilitent le fonctionnement du marché. Cette combinaison entre marché et réciprocité donne lieu à une pratique, une réalité territoriale dont l'identité est fortement marquée. Elle remet en cause la séparation entre l'économique et le social, un des principes de base de l'économie politique classique. La typologie des SPL. Il existe 4 types de SPL bâtis autour de configurations de PME. Le district industriel, le district technologique ou milieu innovateur, le système de PME en émergence, les systèmes de PME organisés autour de grandes entreprises. Les districts industriels se sont développés spontanément, à la périphérie des zones traditionnellement industrialisées. Ce modèle constitue la base du développement de la Troisième Italie. Les zones urbaines héritent d'un environnement industriel. La production spontanée profite du relâchement ou de l'absence du contrôle social sur les conditions de travail, pour dégager un avantage comparatif ou pour résister à la concurrence des pays à bas salaire. Les districts technologiques sont des districts industriels caractérisés par la présence de PME autour d'une spécialisation productive, des liaisons informelles denses entre entreprises et une combinaison des relations de marché et de réciprocité. Cependant, son développement repose sur un saut technologique, l'adoption de technologies qui tranchent d'emblée avec les savoir-faire accumulés localement. Ensuite, les réseaux dominants qui structurent les relations d'acteurs ne sont pas familiaux, mais plutôt professionnels. Les connivences s'établissent sur la base de formations technologiques communes, d'une identité de pratique professionnelle ou encore d'origine universitaire et scientifique semblable. Enfin, le rôle d'incubateur caractérise assez bien ce type de système dans la mesure où la diffusion du projet provient de plus en plus souvent des entreprises elles-mêmes et donc moins directement à partir des structures de solidarité sociale. Les districts technologiques sont essentiellement urbains. Les grappes de PME en émergence définissent des entreprises encore en situation de concurrence. On est dans une phase d'encouragement du regroupement d'entreprises dans des activités similaires, pour que s'établissent entre elles des échanges d'expériences et de méthodes en matière de stratégie de développement, de recherche de marché, de gestion des compétences humaines, de choix organisationnels. Enfin, on peut considérer des systèmes de PME organisés autour de firmes pivots. Dans ce contexte, une grande entreprise crée directement ou indirectement un réseau de fournisseurs particuliers qui développent un tissu industriel de qualité mais très spécialisé. Les SPL se présentent comme un ensemble de productions sur site, impliquant une concentration économique originale construite historiquement sur la base de compétences et de solidarité. 3.
Les clusters et l'industrialisation naissante. Les SPL se développent en ondes successives. Cela s'est fait au moment de la révolution industrielle dans les pays de développement anciens, avec des survivances fortes comme le Choletais ou la vallée de l'Arve en France, le diamant à Anvers, la machine-outil au Bade-Württemberg, l'horlogerie dans le Jura suisse. Cela s'est poursuivi au cours des Trente Glorieuses, à la périphérie des précédents dans les pays d'industrialisation tardive comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal. En Espagne, les plus connus sont ceux de Mondragon, du Vinalopó des plaines au nord de Barcelone. Ces zones se caractérisent par une structure industrielle dominante, fondée sur des PME, dans laquelle toutes les phases de production pour obtenir le produit final sont présentes. Au Portugal, une industrialisation diffuse à l'italienne se développe dans la région centrale entre Lisbonne et Porto. On peut distinguer les aires de spécialisation productive, Braga avec le textile, João da Madeira avec la chaussure, les systèmes productifs locaux structurés autour d'une filière, Marinha Grande pour les moules pour la plasturgie, Vallée de l'Ave pour le textile, les aires systèmes, Águeda pour les produits métalliques et le matériel électrique. Le SPL peut être aussi un cadre adéquat pour l'évolution du secteur informel et la valorisation des nombreux savoir-faire locaux, que ce soit dans les filières traditionnelles de l'artisanat, textile, habillement, cuir, céramique, poterie, meubles, etc., ou des filières proches de l'agriculture, filières viticoles, oléicoles, plantes aromatiques ou médicinales. Dans les régions pauvres, l'industrialisation par le bas permet aussi la mobilisation de ressources locales inutilisées, financières et humaines, et l'utilisation effective de celles-ci. Le cluster industriel est un phénomène significatif de l'organisation à petite échelle dans les pays en développement. Au départ, les petits producteurs n'ont pas à acquérir l'équipement pour l'ensemble du processus de production. Ils peuvent se concentrer sur certaines étapes particulières de celui-ci en laissant les autres à d'autres entrepreneurs. Les ateliers spécialisés qui réparent et entretiennent les équipements existants réduisent les discontinuités technologiques. Dans ce contexte, l'investissement en capital est faible. Lorsque les fournisseurs spécialisés de matières premières et de composants sont à proximité, le besoin en stockage d'input est réduit. Le clustering permet la mobilisation et l'utilisation de l'entrepreneuriat. Il favorise l'émergence des entrepreneurs les plus ordinaires, lesquels ne prennent que des risques faibles. La procédure s'apparente à une marche à pas comptés. L'action collective cherche à réduire la dimension du saut pour l'entrepreneur individuel. Le cluster facilite la mobilisation des ressources et il réduit l'investissement et les risques pris par l'entrepreneur. L'agglomération d'entreprises permet à chacune d'entre elles de générer pour d'autres des possibilités d'accumulation de capital et de compétences. Dans ce contexte, il existe une relation spécifique entre innovation, patrimoine et savoir-faire locaux, donc d'un processus d'innovation différent de la haute technologie. Il ne s'agit pas non plus de transfert de technologie au sens classique, transfert et adoption de technologie au sein de PME. Dans le cas présent, l'innovation préexiste, la stratégie étant de la réinventer, de se réapproprier les savoir-faire locaux souvent séculaires, de les actualiser en tirant parti de la technologie, des savoirs inédits et des formes organisationnelles nouvelles. Les modalités de démarrage du processus de développement sont multiples. Si on revient aux pays industrialisés, les facteurs ayant joué un rôle important dans l'émergence des districts industriels et des SPL sont la disponibilité en capital et le rôle actif de nombreux entrepreneurs et la mobilisation d'un patrimoine de connaissances, technologie, capacité d'organisation de la production, formation des travailleurs, etc. Dans le cadre des pays en développement, il existe plusieurs modalités d'industrialisation dans les clusters. Tableau 1. Tableau 1. Processus de développement dans les clusters du tiers-monde. Il s'agit d'accroître le patrimoine de connaissances accumulé au niveau local grâce à un entrepreneuriat local, la chaussure à Sfax, la forte valorisation des connaissances et savoirs locaux à la suite d'une forte impulsion extérieure, travail du rotin à Tegalwangi en Indonésie, la forte mobilisation des réseaux de producteurs locaux avec une progressive internalisation de connaissances techniques externes. El Jem en Tunisie,
ou l'internalisation au niveau local des ressources externes provenant d'une importante décentralisation de la production de la part de grandes entreprises, comme Nike à Busan en Corée du Sud. L'efficacité productive des districts industriels et des SPL est largement fondée sur la division du travail et à la coopération entre les entreprises reliées par un environnement socioculturel et institutionnel proche de celles-ci. Pour les clusters, on observe souvent l'absence de telles relations, du moins formelles, mais la coopération productive se développe très progressivement. Concernant le rôle de l'environnement socio-institutionnel, la coordination est souvent spontanée, mais elle peut aussi être engagée par l'intervention d'institutions publiques. Il y a des cas où la coopération est davantage construite avec une intervention croissante des institutions. Le croisement de ces deux types d'éléments permet de dégager une typologie de l'organisation des clusters, montrant par là la diversité des situations dans les PVD, tableau 2. Tableau 2. Les formes d'organisation des clusters dans le tiers-monde. À Ouagadougou, au Burkina Faso, s'il n'y avait pas de rapport de coopération entre les entreprises, il existait un type d'organisation représenté par le secteur informel, impliquant des échanges de technologies rudimentaires et une gestion communautaire du crédit ou de la fourniture de matières premières. Dans l'industrie du marbre de Rajsamand en Inde, les relations intrasectorielles entre les entreprises et des modalités de coopération reposent largement sur les réseaux traditionnels locaux et le système de valeurs locales. Dans l'industrie de la chaussure de Trujillo au Pérou, il existe un fort développement des relations intrasectorielles entre les entreprises, mais il est soutenu par des initiatives d'ordre institutionnel, notamment l'intervention d'associations dans la formation des travailleurs et dans l'assistance technique aux producteurs. À Ludhiana en Inde, l'industrie du cluster s'est complexifiée au point de développer à la fois des relations intrasectorielles et intersectorielles entre les entreprises locales, Air System. S'il y a bien articulation au niveau local entre l'industrie du textile, la confection et les entreprises de la mécanique, les institutions interviennent peu. Dans les pays post-socialistes, le processus de développement des entreprises est plus diffus. On a assisté à l'éclatement d'une économie intégrée verticalement, et par l'essaimage ou la création de petites et moyennes unités de production davantage enracinées au niveau local et régional. Le territoire devient là aussi un acteur de la transformation économique et de la transition vers l'économie de marché. Les activités de production tendent à se structurer à l'intérieur d'un cadre où l'espace n'est pas neutre, et où le territoire devient un élément actif de l'organisation productive. En Russie, elle aurait pu être fondée sur la réactualisation de la communauté économique et sociale locale, dont l'origine est antérieure à 1917, permettant le maintien d'activités productives et le développement d'initiatives nouvelles et un processus d'essaimage et de création d'activités de petites entreprises par des ingénieurs et techniciens autour de grands centres de recherche, Saratov, Zilinograd, Yaroslav, Vladimir, Tcheliabinsk, etc. En Pologne, cette nouvelle dimension du développement reposerait davantage sur un tissu urbain maillé autour de villes moyennes, région de Poznań, le textile à Łódź, à Cracovie. Cependant, on est loin de la forme de district industriel ou district technologique. Seul l'ancrage territorial et une dynamique sociale autour des rapports de réciprocité semblent se vérifier. Ce processus d'entrepisation diffuse supposait une relation organique ou de partenariat avec les grandes unités de production, des relations entre unités elles-mêmes et le rôle actif des centres urbains. Or, elles commencent seulement à se développer en Russie. L'analyse des systèmes productifs localisés et des clusters pourrait être très utile pour lutter contre la crise économique qui sévit dans certaines régions de Russie. Contrairement aux conclusions générales de la pensée économique dominante, les régions doivent, dans le cadre du marché, se prendre en charge pour utiliser leur potentiel naturel et historique pour engager un processus de développement. Chapitre 2. La restructuration des systèmes productifs locaux et des zones industrielles en Italie. G. Garofoli. 1. Local et global. Dans une période historique d'intégration économique internationale et de globalisation des marchés,
cela peut sembler étrange de concentrer son attention sur les caractéristiques économiques locales et les formes d'intervention dans l'économie locale et dans la société. Néanmoins, nous ne devons pas oublier que la situation actuelle du système économique international est caractérisée par une crise des formes de régulation sociale au niveau national, en raison de l'accroissement des compétences de politique économique aux niveaux régionaux et locaux dans chaque pays, ou en raison du développement du niveau supranational, qui a suivi la crise prétendue du modèle fordiste. Celui-ci était en effet fondé sur la standardisation massive de la production dans de grandes sociétés, dans le cadre d'une organisation stricte du travail conforme au modèle de Taylor, et sur l'essor d'un État keynésien, ce qui a garanti la croissance continue des marchés par la régulation de la demande. La crise du modèle fordiste a montré l'importance de l'émergence et la croissance des modèles alternatifs d'organisation de la production. Pioré et Sabel, 1984, Best, 1991, et notamment ceux qui concernent les systèmes productifs des petites sociétés, systèmes productifs localisés ou districts industriels, Garofoli. 1983, 1989, 1991, 1993, Beccatini, 1987, 1989, 1998, Brusco 1989, qui dépendait de l'utilisation et de l'exploitation croissante de ressources locales, de la capacité à introduire des procédures innovantes spécifiques tant au niveau de l'entreprise que dans l'ensemble du système local en général et selon des formes spécifiques de régulation sociale. De l'expérience des systèmes productifs localisés et des districts industriels qui représentent des systèmes très innovants et sont largement ouverts au marché international, il est possible de définir la capacité d'intégration au marché international grâce aux connaissances spécifiques et aux compétences créées sur le territoire dans le temps. 2. L'organisation de la production dans les districts industriels et les avantages compétitifs. Économies externes et facteurs de compétitivité. Le district industriel constitue une forme d'organisation de la production fondée sur la spécialisation de la production, au double niveau de l'entreprise et du territoire, et sur une large division du travail entre les entreprises du système. Le grand nombre d'entreprises dans le système, des producteurs des produits finaux aux différents sous-traitants spécialisés à chaque étape de la production, ne permet pas la mise en place de rapports de dépendance d'un groupe acheteur sur un autre groupe de sociétés vendeurs, empêchant ainsi l'établissement de rapports de type monopsonique, marché contrôlé par des acheteurs. Cette organisation permet la présence de facteurs de compétitivité interdépendants, en développant un marché améliorant l'efficacité de chaque entreprise et du système productif dans son ensemble, et une collaboration soutenue entre les sociétés. Il est possible de soutenir que l'équilibre entre les règles de compétitivité et les règles de coopération, entre les entreprises et entre le système productif et le système institutionnel, explique que les entreprises locales sont plus efficaces et ont créé des procédures de résolution de problèmes qui renforcent les liens et le transfert d'informations et de technologies entre les sociétés. D'autre part, le regroupement de ces sociétés se justifie par l'accroissement des connaissances professionnelles et techniques produites par la présence d'institutions locales spécialisées, comme les écoles techniques, qui stimulent l'introduction de la qualité et de produits innovants, les centres technologiques, les centres de services. Ceci signifie, en d'autres termes, que les sociétés du district industriel bénéficient des économies externes et de quelques avantages compétitifs spécifiques du système local basé sur des ressources spécifiques et des actifs, Colety, Pecker, 1995, qui ne sont pas transmissibles à d'autres secteurs. Les fortes collaborations entre les entreprises, en particulier entre les entreprises subsidiaires, entre les producteurs de produits finis et les sociétés sous-traitantes et entre les producteurs de produits finis et les fabricants de machines, et l'introduction d'éléments de solidarité par l'établissement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.